Alors voilà, c'est le dernier moment. Il est de tradition pour cette journée du printemps de la petite enfance de terminer en beauté avec une rencontre d'une autrice ou auteur, ça dépend, et d'une éditrice ou éditeur. Et on a parlé un peu des livres, en fait, un peu en creux toute la journée. On a vu la présence, qui était le livre avant d'aller au musée, aussi après, et puis aussi l'art dans le livre. Et donc on va continuer sur ce thème, évidemment. Et donc on est heureux d'accueillir les éditions Palette, et puis... alors j'ai des trous de mémoire en fin de journée, hein, donc Julie Codis, éditrice, et puis Claire Zucchelli-Romer, donc autrice et illustratrice, et on va découvrir votre univers et puis la façon dont vous travaillez. Et donc, nous allons peut-être commencer un petit peu par le travail de l'édition. Et puis, eh bien, c'est à vous. Allons-y. Donc effectivement, je me présente, je m'appelle Julie Codis et je suis l'éditrice donc de Palette. Donc Palette, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les livres d'art pour la jeunesse. Donc une ligne éditoriale assez précise. Pour expliquer un peu plus les choses, le principe de Palette, c'est vraiment de faire découvrir l'art aux enfants, donc quel que soit leur âge, et montrer surtout que l'art est accessible. Donc en termes de jeunesse, nous, on n'est pas forcément spécialisé dans les livres pour les tout-petits. On s'adresse aussi bien donc, aux tout-petits dès les premiers mois de la vie, avec des imagiers notamment qui mettent en lumière des œuvres d'art en noir et blanc, très contrastées, pour exercer leur perception visuelle. Mais on crée aussi des documentaires, des livres-jeux, des livres un peu décalés qui permettent un autre éclairage sur l'art et qui s'adressent aussi bien aux enfants un peu plus grands, aux adolescents et voire même aux jeunes adultes. Alors, ce qui est aussi très, très important pour nous, c'est que l'art est quelque chose de très large, qui est partout et qui ne se limite pas aux beaux-arts. C'est-à-dire que dans nos ouvrages, forcément, on va mettre en lumière des peintures, de la sculpture, de l'architecture, donc vraiment ce que les gens associent immédiatement à l'art. Mais on parle aussi de musique, on parle aussi de danse et aussi d'art qui sont un peu plus contemporains ou un peu plus populaires, comme peuvent être par exemple le street art, le manga, la BD. Et donc montrer en fait que voilà, l'art est très très large. Il y a des pratiques artistiques vraiment dans tous les univers et dans toutes les époques et tous les continents qui sont très très riches. Et donc pour nous, forcément, que ce soit les enfants ou même les adultes, on va trouver une pratique artistique qui nous plaît plus que les autres. Donc ça peut être par exemple la musique et on va forcément trouver une œuvre qui nous touche et qui nous parle, même si a priori on n'est pas forcément attiré par la sculpture. Et si on n'est pas attiré par la sculpture, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Et enfin, je terminerai sur le fait qu'effectivement, les tout-petits, pour nous, c'est très, très important. Et aussi, ça nous apprend beaucoup parce que les tout-petits n'ont pas d'a priori sur l'art. Il y a vraiment une rencontre qui se fait de manière très immédiate, très naturelle. Il n'y a pas cette peur de « oh, je n'ai pas les connaissances » ou je ne vais pas comprendre ». Et c'est ça qui est aussi beau, c'est que voilà, on propose des œuvres d'art, donc certaines provoquent des interactions, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, ça leur permet toujours aux tout-petits d'exprimer quelque chose. Donc ça peut être une émotion, un ressenti, ou tout simplement d'exprimer leur imagination sur certaines œuvres. Voilà. Et je te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Claire Zucchelli, je suis autrice de livres jeunesse depuis plusieurs années. Déjà, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Le sujet de l'art et les tout-petits, moi, c'est un sujet qui me passionne. Ma passion première, quand même, c'est le livre. Donc moi, je fais des livres depuis très très longtemps. J'adore découper les papiers. Et j'ai une vision du livre qui est particulière. Pour moi, le livre est un objet en 3 dimensions, comme une sculpture. Et c'est une sculpture qui est vraiment particulière aussi, parce que c'est une sculpture en mouvement. Un mouvement qui associe plusieurs mouvements. Le mouvement déjà de la main, qui va prendre le livre, qui va tourner les pages et qui va du coup déployer des espaces. Il y a le mouvement aussi de l'œil qui va découvrir, lire la page de gauche à droite et puis explorer toute la page et ainsi de suite toutes les pages.
Et il y a aussi le mouvement de l'esprit qui va découvrir, chercher à comprendre, et puis se mettre à comprendre et imaginer. Donc c'est ce livre, Sculpture en mouvement, qui pour moi, qui va interagir avec tous les sens de l'enfant. Et on en parle beaucoup comme ça en généralité, tous les sens, mais moi j'ai envie de réexpliquer un petit peu qu'est-ce que sont les sens vis-à-vis du livre. Déjà, donc il y a la vue. Comme l'a dit Marie Cellier, la vue c'est essentiel, c'est la surprise. Pour le tout petit, ça va être les contrastes, les couleurs vives, la sensation de voir les formes apparaître, et puis ensuite l'analyse de ces formes qui vont devenir de plus en plus compliquées. Le deuxième sens qui pour moi est important dans le livre, c'est le toucher. Dès que l'enfant prend le livre en main, il se l'approprie. Donc c'est essentiel. Il va toucher les pages, il va sentir le grain du papier, il va, s'il y a des reliefs, il va suivre les lignes. C'est un sens qui est particulier parce qu'il est dans les deux sens, en fait. C'est que l'émetteur et le récepteur, c'est la peau et c'est en même temps. Donc, je trouve vraiment essentiel le toucher, et surtout quand on va aborder les livres d'art, car ça va être le seul moment avec le livre où l'enfant va pouvoir toucher l'œuvre d'art et suivre le dessin de l'œuvre. Donc, il y a le sens du toucher, il y a l'ouïe avec alors le bruit du livre, mais c'est surtout le son de la parole du parent qui va lire le livre ou de l'adulte qui va montrer le livre. Et ce n'est pas tellement les mots qui m'intéressent, c'est surtout l'intonation et l'émotion qui se dégage de cette lecture. Le tout petit va être vraiment très, très sensible à l'émotion de l'adulte. Et c'est ça qui va l'interpeller et l'enfant va se dire, mais tiens, le parent, il prend une voix particulière. Et du coup, ça va titiller la curiosité de l'enfant. Alors, ensuite, il y a l'essence de l'odorat. Il y a le bébé va sentir le livre. Il va sentir si c'est un livre tout neuf ou si c'est un livre ancien. Il va sentir aussi le lieu dans lequel on va lire. Ça va être si c'est son lit, si c'est un vieux fauteuil. Ça va être le rituel de la lecture qui va, qui va retrouver avec cet odorat, quoi. Et il y a aussi le goût. Ça, c'est le goût. Tous les bébés mettent à la bouche les livres pour toucher le livre, mais aussi il va stimuler, à ce moment-là, vont être stimulées les papilles gustatives. Et il y a un sixième sens. Et ce sixième sens, c'est pour ça que j'arrive à tous ces sens et que je veux vous parler de ce sixième sens, c'est le sens de la proprioception. C'est un sens dont les récepteurs sont sur toute la peau et aussi sur les articulations. Et c'est le sens qui nous permet de savoir où sont nos membres. Alors, on sait où est notre pied, où est notre main, sans avoir besoin de regarder. Et ça, c'est un sens qui est présent dès la grossesse et qui va s'affiner pendant la petite enfance énormément. L'enfant, quand il va au début, le bébé, quand il va vouloir attraper un objet, il va regarder sa main. Et ensuite, il sera plus obligé de regarder sa main. Il saura que le mouvement qu'il fait, ça sera pour attraper l'objet. Ce sens-là, ça permet à l'enfant de se faire un schéma corporel dans sa tête, mais aussi de se projeter dans un espace en miniature. Et cet espace en miniature, ça va être quand il va jouer au Lego, mais aussi quand il va lire les livres, et lire les livres qui créent des espaces, les livres pop-up. C'est ce sens-là qui va être stimulé et qui est important pour l'imaginaire de l'enfant. Donc, je vais vous montrer maintenant des livres. Moi, j'ai du mal à ne pas montrer des livres, j'adore ça. Et des livres, justement, qu'on peut ouvrir différemment, entre guillemets, ou qui se déploient de manière différente avec des différents mouvements. Alors, ça va être...
Donc là, c'est un livre qui s'appelle Kandinsky, que j'ai réalisé à partir d'un tableau qui s'appelle Quelques cercles, où il n'y a que des cercles. Quand on ouvre le livre, des cercles apparaissent, des cercles de toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Et au fur et à mesure, le tableau semble sortir du livre. Donc là, il y a comme un mouvement vertical qui est créé visuellement. Ce sont des livres que je montre toujours au tout petit. Alors, je commence toujours des ateliers ou des animations avec ces livres-là pour surprendre et aussi pour leur faire toucher. Parce que je trouve très important qu'ils puissent toucher. Alors, c'est sûr, ils vont toucher du bout du doigt, en étant calmes, mais tous les bébés le font très facilement. Alors, peut-être sur ce Kandinsky, là, comment est venue du coup cette idée de pop-up sur ce... comment s'est noué le travail avec Palette? Alors, pour ces livres pop-up, je suis arrivée, j'ai présenté les livres qui étaient déjà tout finis, en fait. Et à partir de là, il y a une rencontre avec Palette qui a... du moins, ça a éveillé leur curiosité et on est parti tout de suite pour éditer ce livre. Mais c'est un travail, pour faire un livre pop-up, c'est un travail très long. C'est-à-dire au moins 2 ans. Du moins, ça ne se fait pas en 3 mois. Il y a beaucoup de retours éditeurs, imprimeurs, auteurs. C'est une boucle qui est qui est un travail très intéressant, mais qui est nécessaire, en fait. Oui, parce qu'à la conception, ça coûte très cher, et c'est ça, si vous pouvez un peu nous éclairer. Oui, c'est ça, c'est que sur la fabrication de pop-up, en fait, ce sont des livres qui sont un peu uniques, on pourrait dire un peu des livres artistiques, si on peut dire, mais du coup, la fabrication est très particulière, et donc, il y a beaucoup d'allers-retours avec l'imprimeur pour que le livre arrive justement à rendre cet effet-là, que tout soit bien passé en termes de couleurs, même d'espace. Donc c'est un vrai long travail avec l'imprimeur, parce que vraiment l'imprimeur elle a toutes les étapes sur ce genre de livre-là. Et aussi un gros travail en maquette pour envoyer exactement les fichiers bien calibrés à l'imprimeur pour que tout sorte exactement bien. Et donc, dans ces allers-retours avec l'imprimeur, souvent, il nous envoie en fait ce qu'on appelle des maquettes en blanc. Donc, c'est le livre qui n'est pas imprimé, qui est en blanc, justement tout en blanc, pour qu'on voit si déjà... Exactement, pour qu'on valide ensemble. Alors, je vais vous montrer un autre livre pop-up que j'ai fait sur le travail de Mondrian, sur l'œuvre de Mondrian. Donc, c'est un livre qui se déploie normalement. Là, Mondrian a commencé à faire des lignes noires sur des fonds blancs, puis ensuite à positionner des couleurs, des aplats de couleurs, des couleurs primaires. Au fur et à mesure, les couleurs sont de plus en plus présentes. Ensuite, ce sont les lignes qui sont devenues de couleurs pour finir par des myriades de couleurs. C'est un livre que l'on peut donc ouvrir normalement, mais qui peut se déployer. On va le laisser en l'air parce que voilà, qui se déploie. Et en fait, ce que j'ai voulu créer, c'est une promenade en fait dans l'œuvre de Mondrian. Et du coup, comme un mouvement horizontal d'une promenade, en fait, comme un plan en volume dans le monde de Mondrian. Ça aussi, avec les enfants, je le présente tout le temps. Avec les tout petits, du moins. Avec les maternelles, c'est très facile. Je leur fais suivre une ligne et c'est très rigolo parce qu'ils sautent en même temps que s'ils ont choisi cette ligne. Ils sautent en même temps et on sent tout leur corps qui participe à la lecture
du livre. Voilà. Donc ça, c'est... on peut le poser par terre. Ouais. Ouais. Et le dernier livre donc, que je veux vous montrer en pop-up, c'est fait à partir du travail de Paul Klee. Donc là, j'ai travaillé, c'est un voyage entre deux tableaux. Le premier tableau, c'est Pont-Rouge. Et ensuite, j'ai positionné des bateaux qui partent au large. Et le mouvement des pages, c'est un mouvement latéral qui reproduit le vent et qui fait bouger les voiles des bateaux. Pour arriver au dernier tableau qui s'appelle Voilier. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime aussi particulièrement, c'est faire participer l'enfant de manière motrice. Car à ce moment-là, il s'approprie l'histoire, il crée l'histoire avec le livre et il devient un vrai acteur du livre, de l'histoire et de l'illustration. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre sur Robert Delaunay, Les couleurs en mouvement. Delaunay, c'est un peintre qui a beaucoup travaillé sur la juxtaposition des couleurs et qui a voulu montrer que les couleurs, certaines couleurs, quand elles étaient côte à côte, créaient des vibrations, des mouvements. Dans ce livre... Non. Dans ce livre, j'ai créé des ronds. Et l'enfant cherche à retrouver le tableau de Delaunay. Avec un peu le même principe, c'est un peu le même principe avec le livre sur Vasarely. Alors, ce qu'on a fait particulièrement là depuis 2 ans, c'est vraiment d'essayer d'intéresser les tout petits à l'art en créant une petite collection qui justement propose à l'enfant, au tout petit, d'avoir cette action motrice, de toucher, de prendre des pièces et de recréer comme ça le tableau. Du coup, je vais vous montrer juste peut-être les couvertures. Du coup, on a fait un livre qui s'appelle Méli-Mélo avec Klee. Alors, si tu veux lire aussi. Après, c'est un livre où il y a des pièces de pulse que l'on peut détacher et qui servent à recréer. Et à la fin, l'enfant va recréer le tableau. Ce sont des livres qu'on a testés en crèche. Et moi, ce qui m'a vraiment... j'étais abasourdie, c'était de les voir très intéressés par les détails, comme on a parlé beaucoup aujourd'hui. Et ensuite, d'avoir la possibilité de recréer un tableau en grand. Ça a été vraiment très intéressant. Et pour moi, ça m'a fait un grand plaisir. Dans ce travail-là, on a été... je ne sais pas si tu veux... Vas-y. Oui, donc par rapport à cette collection-là, donc on a effectivement testé directement les œuvres et les puzzles en crèche parce que ça fait 1 an qu'on est en contact avec des éducatrices en crèche qui sont passionnées, bien sûr par les tout-petits, mais aussi par l'art. Et donc on a pu essayer aussi de voir quelles œuvres leur parlaient plus que d'autres et voilà, de tester ces petits titres-là. Donc l'idée, c'est d'associer à chaque fois une petite phrase avec une onomatopée, parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec les éducatrices, que les enfants aimaient bien les onomatopées, que ça leur permettait d'associer justement un son
à une image et que c'est quelque chose qui retenait bien, surtout lorsque c'était joué avec beaucoup d'enthousiasme par les éducatrices en crèche. Et eux, ensuite, ils reproduisent, ils rejouent. Et c'est assez plaisant à voir. Ils se mettent tous ensemble autour d'un livre et ils rejouent les onomatopées qu'ils apprennent comme ça par cœur. Et puis, en associant des sons à des images, ils retiennent aussi justement des petits détails sur l'œuvre à certains endroits. Donc, ils ont d'abord une approche finalement par le détail de l'œuvre avant de la recomposer. Donc, c'est effectivement des titres qui peuvent se prendre, j'ai envie de dire, seuls avec un enfant, faire ce travail-là, d'abord sur les onomatopées, puis sur la reconstruction du puzzle. Mais là, en crèche, ce qui était très amusant, c'était de les voir tous ensemble. On leur a tous donné une pièce, et puis c'était à eux, tous ensemble, qui échangeaient pour essayer de reconstituer l'œuvre. Et c'est vrai que c'était assez plaisant à voir et très amusant. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on est venu, on avait déjà publié les 4 premiers, et on est venu ensuite avec des œuvres qu'on avait choisies, sélectionnées, et on leur a proposé, du moins, on les a laissés choisir celles qu'ils préféraient dans tout ce on leur a proposé, et ça sera la deuxième. Du moins, il va y en avoir 4 autres qui vont sortir. Choisis en fait par les enfants. Voilà. Oui, tout à fait. Enfin, peut-être tu es là. Mais effectivement, nous, notre objectif, c'était de proposer des choses aux enfants et voir vers quoi ils allaient. Donc effectivement, on avait fait une présélection avec l'ère d'œuvres d'art. Alors pour cette présélection, nos critères, c'était surtout que les œuvres soient facilement lisibles par les tout-petits. Parce qu'effectivement, ils sont très attirés par les détails, mais il faut qu'il y ait quand même des formes ou des objets assez simples à lire pour qu'ils comprennent quand même l'œuvre, en tout cas qu'ils arrivent à bien la visualiser. Donc ça a été une première partie de notre travail ensemble sur la sélection iconographique. Et puis aussi, on a pu voir avec les éducateurs auprès des tout-petits qu'il n'y avait pas de différence entre, alors je vais sortir les gros mots, l'art abstrait et l'art figuratif. C'est-à-dire que, concrètement, qu'une œuvre représente un objet, une personne, ou qu'une œuvre ne représente rien du tout, que ce soit juste, si je puis dire, un assemblage de couleurs et de formes, en fait, ça ne changeait rien pour les tout-petits à leur attrait. Alors forcément, dans un très très bas âge, donc dans les premiers mois, avoir des visages, c'est intéressant parce que en fait, ils apprennent à reconnaître notamment les yeux de la maman. Donc, avoir des visages, c'est intéressant de travailler comme ça avec eux, chez vraiment les tout petits en bas âge. Mais sinon, ils sont très attirés par l'art abstrait aussi et par tout ce qui est très coloré d'une manière générale, et les ronds qui plaisent beaucoup aux tout petits. Voilà. Et donc, bref, on a fait cette présélection-là. Il y a Bravo avec Van Gogh. Il y a Vroom avec Mondrian. Je vais lire celui de Van Gogh. Alors, mais où est passé mon chapeau? Pas sur la chaise. Mince alors. Il n'est pas tombé sur le parquet. Flûte. Il n'est pas sous le lit. Oh, zut. Pas non plus sur la table, ni sous la serviette, sa perlipopette. Encore moins accroché au mur avec mes tableaux. Mais où est passé mon chapeau? Ouf, tu l'as trouvé, il est sur le porte-manteau. Bravo. Alors là, c'est un tableau de Franz Marc. Je ne sais plus comment il s'appelle, le chat, le tableau. Le tableau, c'est Chat sur un coussin jaune. Chat sur un coussin jaune. Alors c'est miaou, miaou. Mon petit chat minou adore faire dodo. Je chatouille son nez moustachu et ses pattes endormies. Guili, guili. Son poil blanc est si doux, frou, frou. À l'oreille, je lui murmure des mots doux. Mi, 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 mon mimi, mou, 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 mon minou. Sa queue s'enroule, il se met en boule, sweep. Et quand je mets ma tête sur son ventre rond, je l'entends qui fait ron, ron.
Donc une association de textes très simples, très courts, avec des petites formules qui permettent de retenir des détails. Et surtout, voilà, en fait, c'est la lecture des éducateurs ou de nous, lorsqu'on y a été allés, qui emballe les tout petits. Et quelque part, plus on est emballé, plus on est convaincu, plus on arrive à les amener avec nous. Voilà. Après, l'idée aussi, quand on propose comme ça des livres ou des œuvres, c'est, mais je crois que j'en ai déjà un peu parlé, c'est de ne pas les imposer. En fait, ça sert à rien de créer un grand moment où on essaie d'attirer leur attention et de les imposer de rester assis. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut que eux, ils viennent voir, ils sont curieux, ils écoutent, même s'ils écoutent que 5 minutes, c'est pas grave, ils reviennent et puis ils repartent, ils reviennent. Et c'est aussi ça qui est amusant à voir. C'est de montrer comment un groupe arrive à se former autour d'une œuvre et comment ça peut les interpeller aussi. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce qu'il trouve tout seul le fait que les petits détails puissent être assemblés ou pas? Du moins, ils comprennent en tout cas, bien sûr que oui, tout à fait, ils comprennent que. Ils comprennent, et c'est vrai que on peut le commencer avec eux. De toute façon, ça fait partie de la lecture, ce moment-là, aussi de l'assemblage. Je voulais revenir sur les mots. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots en fait sur une œuvre. Au départ, tous mes livres, il n'y avait pas de mots en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux dire sur une œuvre en fait? J'avais beaucoup. Je voulais surtout pas être didactique. Et surtout, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas besoin de mots pour voir une œuvre. Comme quand on écoute une musique, on se dit pas, on se dit rien, on écoute et on est bouleversé. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Et là, avec les tout petits, on est vraiment resté sur les onomatopées, la musique, des bruits, en fait, des dédoublements de syllabes aussi, que les enfants aiment bien, et une accroche affective. Voilà. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Oui, pour parler aussi de cette problématique des mots, c'est vraiment quelque chose, nous, qui est très important dans l'édition. C'est-à-dire que, notamment avec les œuvres, et pour les tout-petits, on aimerait proposer justement des livres sans mots, avec quelque chose, comme par exemple le fait très bien Claire, avec des pop-up ou quelque chose juste qui soit visuel et que l'enfant puisse après se mettre en mouvement autour de l'œuvre. Mais en fait, on se rend compte que c'est plus les adultes qui bloquent sur le fait d'avoir un livre sans mots, et notamment sur l'art, parce qu'ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Comment je vais pouvoir aborder l'œuvre ?» etc. Et ça fait partie des blocages qu'on essaie de lever, nous, dans l'édition, et qui sont parfois difficiles de passer. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec, du coup, les tout-petits, c'est de constater leur approche très très naturelle du livre et très instinctive aussi des œuvres. Et par leur biais, on arrive par exemple à entraîner, alors ça peut être une équipe de professionnels, ça peut être les parents, mais qui arrivent justement à lever un peu ces blocages bon, j'ai pas les connaissances, l'art c'est pas fait pour moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur une œuvre, c'est réservé à quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec les tout petits, c'est qu'ils sont tellement contents de partager quelque chose et tellement enthousiastes qu'ils le partagent avec tout le monde, et que ça permet ensuite de créer quelque chose de collectif, voilà, et d'intégrer les adultes aussi. Je voudrais rebondir sur la peur que l'on a, et puis surtout quand on est adulte, à présenter une œuvre d'art. Et moi, j'ai beaucoup été au musée étant enfant. Mes parents étaient des artistes peintres. Et c'était presque tous les dimanches, on allait au musée. C'était une époque qui était un petit peu différente. On parlait beaucoup moins aux enfants. Du coup, nous, on était plutôt libres au musée. C'est-à-dire, on passait notre temps à jouer à cache-cache, à glisser sur les parquets, à dégringoler les escaliers. Je me rappelle que de ça, en fait, de toutes ces visites au musée. Et je me dis qu'on devait quand même voir sans être obligé de regarder. C'est comme les enfants, ils écoutent, du moins ils entendent sans être obligés d'écouter. Et je trouve que c'est
c'est juste de leur apporter à ce moment-là une imprégnation, en fait. Juste le fait de pouvoir du moins, voir des tableaux sans être juste parce qu'ils sont là, sans avoir un adulte qui va dire oh ben on va regarder ce tableau. Non, voilà, c'est déjà important pour l'œil de l'enfant. Et ça, je voudrais réussir à l'exprimer pour que on n'ait plus de crainte, en fait, à ne rien dire devant un tableau ou à ne juste une reproduction est là, et ben l'enfant va vivre avec. Et son œil va s'habituer à la voir et il va créer une relation avec ce tableau. Voilà. Et je me dis qu'en crèche, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire facilement, d'installer des reproductions. Et c'est ce qu'on a un petit peu fait avec les crèches avec lesquelles on a travaillé. Et on s'aperçoit que les adultes, du coup, les parents sont interloqués. On parle pas forcément, mais après, ça les interroge, ça les interpelle. Et du coup, les enfants, c'est eux-mêmes qui ensuite interagissent avec les parents sur ces tableaux qui sont présents dans leur vie quotidienne, en fait. C'est la notion d'imprégnation, voilà. Alors oui, tout à fait. Et effectivement, nous, quand on a travaillé notamment avec une crèche qui est très très investie sur la question et qui avait mis, elle, dans un couloir des reproductions de visages, alors pas forcément dans des styles classiques, mais qui reflétaient les émotions de base. Et donc, quand l'enfant arrivait avec son parent qu'il était accueilli, il pouvait déjà montrer à l'éducateur ou l'éducatrice comment il se sentait aujourd'hui, sans forcément mettre des mots sur cette émotion, mais comment il se sentait. Donc ça, c'était une première chose qui est importante, c'est qu'une œuvre peut permettre d'exprimer peut-être plus facilement un ressenti et une émotion. Et ensuite, il y avait aussi un jeu qui s'installait avec les éducateurs et les enfants, qui est que, par exemple, à montrer une œuvre donc d'un bonhomme en colère. Donc, par exemple celui-ci, voilà, et à demander en fait à l'enfant pourquoi il est en colère d'après toi. Alors ça pouvait être parce que il n'a pas envie d'aller à l'école, parce que il n'a pas envie de faire ceci ou cela. Mais c'était très très drôle et c'est un support aussi qui est très important pour les enfants d'exprimer leur imagination. Et s'ils voient pas un bonhomme en colère mais un bonhomme triste, c'est pas grave. C'est-à-dire que les éducateurs les laissaient aussi exprimer et dire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils imaginaient. Et avec toute une logique de peut-être, c'est-à-dire qu'est-ce que tu en penses? L'enfant disait quelque chose, ah oui, peut-être, c'est ça, t'as raison. Et du coup, à ton avis, pourquoi, etc., etc. Avec toute cette logique de peut-être, d'ouverture, du fait qu'il n'y ait pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse et que l'enfant puisse s'approprier une œuvre comme il l'entend, à sa hauteur d'enfant, et voilà, et comme il le souhaite. Ça me fait rebondir sur un livre aussi qu'on a fait ensemble qui s'appelle La Grande Exposition des monstres. Le premier de la collection, ça s'appelait La Grande Exposition des émotions. Dans ce livre, l'enfant est amené à choisir des tableaux comme il l'entend pour pouvoir les placer sur les pages où on parle de joie, où on parle de tristesse, où on parle de colère ou d'ennui. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, c'est une frise qui peut décrocher pour créer comme ça son exposition. Alors, là, il y a des autocollants et l'enfant choisit comme il l'entend. Ce n'est pas l'adulte qui va lui dire ça c'est triste, ça c'est gai. Non, c'est suivant l'émotion ressentie. Pour moi, c'est important de poser la question à l'enfant, qu'est-ce que tu ressens? C'est à ce moment-là que l'enfant comprend que l'art, ça va lui parler, lui parler intérieurement, que l'œuvre d'art est faite pour lui et qui va entrer en résonance avec son intériorité.
Donc, c'est peut-être juste une petite question toute simple. Qu'est-ce que tu ressens devant? Si c'est de la joie, plutôt. Mais en même temps, c'est vraiment replacer l'enfant qui est vraiment celui qui reçoit l'œuvre d'art. Et que l'œuvre d'art, elle a été faite pour lui. C'est un rapport très particulier. Donc, voilà, je trouve que quand je fais des visites avec les enfants, je finis toujours les visites par cette question: et quel est le tableau que tu as préféré, et quel est le tableau qui t'a rendu le plus joyeux, et ainsi de suite. Et il y a plein de choses, et on s'aperçoit que les enfants sont tous différents, ils n'aiment pas tous le même tableau, ils ne réagissent pas tous avec les mêmes émotions, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de les laisser pouvoir le dire et l'exprimer. Et juste pour ce qui est aussi des livres, c'est vrai que les livres, du coup, c'est un support facilitateur, si je puis dire, pour amener l'art aux enfants. Donc ça aide justement à amener l'art à eux, mais comme le disaient très très bien les précédentes interventions, des fois il suffit juste de lever les yeux pour trouver de l'art, hein, autour de soi, et le livre n'est qu'un support qui permet ensuite d'imaginer plein de choses autour, plein de jeux, plein d'activités. Voilà, et donc je sais que ça se fait beaucoup, par exemple aussi dans les crèches, de partir d'un livre parce qu'on découvre une œuvre, parce qu'on aime bien un principe ou autre, et ensuite de mettre en place des activités. Et voilà, le livre n'est pas tout. Je pense que pour initier les enfants à l'art, il y a plein de façons de le faire, et pas qu'une façon, et plein de merveilleuses façons de faire accéder les enfants à l'art. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais juste finir par quelque chose. Mais bon, je ne sais pas du tout. C'est parce qu'on a parlé de beaucoup de beauté. J'ai adoré tout ce que Marie-Célie a dit, mais il y a une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je ne parle jamais de beauté quand je montre les œuvres d'art à des enfants. Je préfère dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Dès qu'il y a la notion de beauté, il y a pour moi un jugement. Et l'enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi l'adulte trouve ça beau et pourquoi il ne va pas trouver un autre tableau pas beau. Donc, c'est vraiment, tout d'un coup, il se retrouve dans l'incompréhension et il se demande, mais faut que je suive ce qu'a dit l'adulte ou pas. Et vraiment, j'aime mieux parler de ce que l'enfant ressent et de ce que l'enfant préfère, et de pouvoir dire moi ce que je préfère. Et moi, il y a des choses que je déteste ou qui me font peur ou que je ne peux même pas regarder, mais elles existent, plutôt que de dire ça, c'est une œuvre d'art tellement belle. Voilà, c'est un terme que j'ai beaucoup de mal à utiliser, et je trouve que c'est un terme qui fait peut-être du mal aux œuvres d'art. Voilà. Et à l'approche de tout un chacun devant une œuvre d'art, parce qu'on peut se demander, mais pourquoi on dit que c'est beau? Pourquoi il y a tellement de monde qui a dit que c'est beau alors que je ne ressens rien? Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir sur cette question. On donnera la parole par la suite, qui est un débat, c'est vrai. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur les éditions Palette ou montrer d'autres ouvrages? Est-ce que ça se vend bien aujourd'hui? Les livres pour tout petit, ça plaît quand même pas mal. Je sais pas si c'est une tendance ou c'est quelque chose que vous ressentez aussi, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on s'intéresse de plus en plus aux tout petits, aux enfants en bas âge, et tant mieux. Voilà, il y a mille choses à faire, donc oui, ça va. En ce qui concerne les autres livres, on peut en parler. Effectivement, ce qui se fait beaucoup, c'est pour les enfants en très bas âge, c'est tout simplement d'avoir des œuvres contrastées en noir et blanc, qui leur permettent tout simplement d'exercer leur perception visuelle avec des œuvres très très simples, et là donc sans texte. Voilà. Par exemple.
avec donc des œuvres contemporaines, des visages, des ronds, des formes qui peuvent les interpeller et surtout qu'ils arrivent vite à comprendre et à saisir à cet âge-là. Et ensuite, c'est vrai qu'on a créé aussi toute une collection donc, d'imagiers sur différentes thématiques, donc les animaux, les formes, les couleurs, les contrastes aussi. Donc plein d'imagiers. Et donc là, on s'est retrouvé justement face au problème dont je parlais plus tôt, à savoir est-ce qu'on crée juste un imagier avec des œuvres d'art et ça va parler tout seul, ou est-ce qu'on a besoin d'accompagner le parent ou en tout cas l'adulte à prendre en main l'imagier. Donc on a décidé d'associer sous chaque œuvre une devinette pour aider en fait le parent à poser une question à l'enfant et à interagir avec l'enfant sur cette œuvre-là. Maintenant, on explique, en tout cas dans la préface, s'il y a des gens encore qui lisent les préfaces, que voilà, ce sont des questions qui sont suggérées et que, en fonction forcément de l'âge de l'enfant, du ressenti de l'enfant, de ce qu'il aime ou pas, parce que par exemple, dans l'imagier, il va y avoir des enfants qui vont être attirés par une œuvre, qui peuvent passer des heures sur une œuvre, à la regarder, à en observer tous les plus petits détails, et d'autres sur lesquels ils vont passer plus vite. Donc voilà, donc on a mis ces devinettes, mais ce n'est pas, voilà, on n'a pas la science infuse et on explique aux parents, en tout cas à l'accompagnateur, qu'il peut prendre en main l'imagier comme il le souhaite, y compris pas forcément lire de gauche à droite, et voilà, développer sa propre imagination et ses questions avec l'enfant ou les enfants. Et ce sont des imagiers donc, qui sont utilisés aussi en crèche, notamment. Voilà. Sur différentes thématiques. Merci. La devinette pour l'ours pompon qui a eu beaucoup de succès aujourd'hui, c'est combien l'ours a-t-il de pattes? Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors on voit bien que les crèches sont des lieux de création artistique. On a besoin de l'ouverture des portes des crèches aux artistes et aux éditeurs, aux structures culturelles pour aussi bien penser en fait ce travail d'offres artistiques et culturelles auprès des tout-petits. Et on se réjouit vraiment de ces collaborations qui nourrissent tout le monde, hein, et les parents aussi. Donc merci pour cet éclairage, ce discours aussi sur l'art, puisque tu as fait quelques éléments de débat. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a une réaction sur le fait, sur la question de la beauté notamment? Non, je crois que tout le monde a peur de rentrer dans ce débat-là. Il est quand même assez inquiétant. Et j'avais juste un petit détail, moi, parce que ce tableau-là, que j'aime beaucoup, c'est André Dhôtel, donc, qui est un auteur qui est né dans les Ardennes et sur lequel on travaille. Donc c'est un portrait de Dubuffet d'André Dhôtel, voilà, qui est une œuvre phare du musée Pompidou. C'était un petit clin d'œil. Pas de questions? Non? Je pense un dernier mot peut-être? Non? Eh bien, on va se remercier. Merci à tous pour cette journée. Il reste des livres à vendre à la librairie, notamment de l'édition Palette et puis de Claire également. Merci donc à la librairie Rimbaud, merci à tous mes collègues de la bibliothèque départementale. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est grâce à eux qu'on a pu passer cette journée fort intéressante et inspirante. Et puis merci aussi à l'équipe des Vieilles Forges et puis à la technique. C'est toujours un défi de construire une journée avec de la visio. Mais on y est parvenu. Puis merci de vous être déplacés. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Merci.